Économie Le Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, la Fed désormais officiellement optimiste pour l'économie américaine. C'est ce qu'indique le fameux livre beige publié hier. Du coup, les taux directeurs pourraient bientôt remonter. Quel impact sur l'investissement, les taux obligataires, mais aussi le niveau du dollar et les orientations de la BCE en Europe? Nous verrons tout cela avec Lionel Friedfeld. Et puis ils sont peut-être parmi les plus mal lotis du système économique. Les endettés, surendettés du Pakistan n'ont souvent d'autre choix que de travailler sans relâche, à vie et sans salaire. Hommes, femmes, enfants, une pratique illégale mais qui se transmet parfois, vous le verrez, sur plusieurs générations. Enquête au fin fond de la misère, ce sera en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Tour du monde avant toute chose de l'actu économique du jour avec la clôture hier à Bahreïn de la 21e conférence mondiale de la finance islamique. 50 pays représentés, plus de 1300 leaders du secteur étaient présents à Manama, la capitale. Un secteur dont les avoirs sont estimés aujourd'hui à 2000 milliards de dollars, volume qui a doublé en 4 ans. Mais malgré cette forte croissance, la rentabilité des banques islamiques resterait inférieure de près de 20% à celle des banques conventionnelles. L'objectif cette année était d'élargir la diffusion de cette finance sans intérêt. Je considère la finance islamique comme une seconde solution de financement dans laquelle les investisseurs ont confiance. Cette conférence rassemble toutes les institutions financières en un seul endroit. Ainsi, elles peuvent se connaître les unes les autres et évaluer les opportunités de relations financières bilatérales. Instaurer une taxe Google, on en parle souvent en France. Au Royaume-Uni, c'est désormais une réalité. George Osborne, le ministre des Finances, a annoncé sa création hier. 25% d'imposition pour les bénéfices détournés des multinationales qui utilisent des montages complexes pour échapper à l'impôt. Alors, le dispositif devrait rapporter 1,6 milliard de dollars en 5 ans. Le ministre est par ailleurs revenu, vous allez le voir, sur le déficit public, 5% du PIB cette année. Mais pour lui, l'économie britannique est aujourd'hui sur les bons rails. Pour la première fois en une génération, notre pays inspire la confiance dans le monde entier, car il cherche à vivre selon ses moyens. Allons-nous gaspiller cette sécurité économique et revenir aux dépenses et emprunts désastreux qui nous ont mis dans le bourbier? Ou bien allons-nous terminer le travail? Je dis, nous gardons le cap, nous restons sur la voie de la prospérité. Voilà pour le chancelier de l'échiquier britannique combatif à 5 mois des élections générales. Et en France, les chiffres du chômage ne sont pas bons une fois de plus. Une hausse de 0,2% au troisième trimestre et un taux de chômage qui s'affiche à 9,9% en métropole, 10,4% avec l'outre-mer d'après l'INSEE ce jeudi. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a lui grimpé de 4,3% sur un an en métropole. C'est l'un des plus grands rendez-vous des patrons américains. La Business Roundtable tenait hier sa réunion trimestrielle en présence du président Obama. Le chef de la Maison-Blanche est revenu notamment sur les effets des sanctions économiques de l'Occident contre la Russie. Et il reconnaît leurs effets négatifs sur l'économie européenne. Mais il insiste évidemment sur le coup dur porté aux finances de Moscou. Écoutez. Je pense que la situation en Ukraine l'a pris par surprise. Il a lui-même improvisé une approche nationaliste désuète de la politique russe. Mais cela a gravement endommagé son économie. Et les sanctions ont un gros impact sur l'économie russe. Et puis un mot des efforts dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. La Banque mondiale a annoncé hier le déblocage de 160 millions de dollars d'aide en faveur du redressement économique de la Sierra Leone. C'est l'un des pays les plus touchés. Alors outre le soutien humanitaire, l'objectif est de redresser un secteur agricole en péril et recréer des emplois. D'après la Banque mondiale, le pays risque une récession l'an prochain, après une croissance de 16% l'an dernier. Il faut dire que la propagation du virus a nettement entravé la production alimentaire. Nous avons déjà fourni 160 millions de dollars à la Sierra Leone pour la crise provoquée par le virus Ebola. Et nous continuerons de viser l'objectif d'arriver à 0 cas dès que possible. Cela exigera beaucoup plus de ressources, mais nous sommes absolument déterminés. Nous devons aussi nous assurer que l'épidémie ne sera pas suivie d'une crise de la sécurité alimentaire. Avec la Fed, la Réserve fédérale américaine, tout n'est souvent qu'une histoire de mots, de communication. Hier, elle a publié son livre beige qui fait le point sur l'état de la conjoncture économique, sur l'ensemble des États-Unis. Et la croissance est bien là. Fini les termes modestes ou modérés. La Fed se dit cette fois optimiste. Traduction, les taux directeurs vont sans doute bientôt remonter. Et avant d'en parler avec Lionel Friedfeld, Johanna Citruk fait le point pour nous.
Les États-Unis s'apprêtent-ils à prendre un nouveau virage économique ? Fin octobre déjà, la Fed a amorcé un processus de normalisation en stoppant son programme de rachat d'actifs, le quantitative easing, une politique monétaire ultra accommodante mise en place en 2008 pour soutenir l'économie américaine en perte de vitesse. Mais aujourd'hui, la situation est bien meilleure. Le taux de chômage est par exemple tombé à 5,8%, son plus bas niveau depuis juillet 2008. L'année dernière, environ 190 000 emplois ont été créés chaque mois. Cette année, on tourne autour de 220 000 créations de postes mensuels. C'est bien, mais il faut regarder les salaires et quelle part de ces revenus les Américains vont utiliser pour leur consommation. Et tant que ces dépenses n'augmentent pas, l'économie ne sera pas assez solide. Donc pourquoi ne pas continuer à attendre ? Attendre pour remonter les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Car c'est a priori la prochaine étape. Depuis 6 ans, ils sont proches de zéro afin de faciliter les prêts effectués par les banques et donc relancer investissement et consommation. Une consommation qui semble bien plus soutenue aujourd'hui. En effet, d'après le livre beige, le rapport de conjoncture de la Fed, l'activité poursuit son expansion. 2 semaines avant sa prochaine réunion, la Banque centrale se dit désormais optimiste sur la croissance des États-Unis. Des perspectives accueillies avec enthousiasme par les marchés. Un nouveau record hier donc pour Wall Street, plus 0,38% pour le S&P 500, plus 0,18% pour le Dow Jones. Alors ce qui est en jeu, on l'a compris, c'est bien sûr la remontée, a priori inévitable, des taux directeurs de la Fed. C'est logiquement la prochaine étape pour normaliser cette politique monétaire américaine. Mais quand cette hausse va-t-elle survenir et quelles conséquences surtout pour le reste du monde? On va le voir avec vous, Lionel Fritzfeld. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue à vous, notre analyse financière. D'abord quelques mots sur ce livre beige d'actualité. L'économie américaine est bien dans le vert, c'est du solide. Alors effectivement, puisque l'optimisme de la Fed en fait sur les perspectives de l'économie américaine ont fait bondir les marchés américains, vous venez de le dire, que ce soit le Dow Jones, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500. Le S&P 500, sa valeur a été multipliée par 3 en 5 ans, c'est considérable. Principalement, la Fed a validé ces 3 principaux indicateurs. Le premier, c'est la consommation intérieure. Deuxièmement, c'est l'output de production des américaines. Et troisièmement, c'est le niveau de l'emploi. Alors l'emploi, il y a une certaine, on va dire, ça n'a pas été à la hauteur des attentes. Il y a quand même eu le mois dernier 200 000 embauches. C'est un recul de 11%. Mais les acteurs américains, économiques, exactement, ont décidé qu'il fallait véritablement regarder les acteurs qui étaient complètement, les facteurs qui étaient complètement au vert. L'emploi n'est pas vraiment au vert, pas vraiment au rouge. Et en fait, dire que l'économie américaine tourne très bien, notamment en comparaison à l'économie européenne et même chinoise qui se ralentit. Donc ça, c'est acté par la Fed. Mais à moyen terme, comment l'activité va supporter cette fin du dopage financier finalement de la Fed? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans une phase de sevrage, de fin de désintoxication? Alors, c'est une préparation. Janet Yellen, la présidente de la Fed, l'a fait savoir. C'est pour ça qu'au départ, le quantitative easing, il y avait 80 milliards de dollars injectés chaque mois dans l'économie. Il y a une réduction. Ça faisait 6 ans qu'on était à zéro quasiment. Exactement. Il y a une réduction graduelle. En fait, il prépare simplement psychologiquement les acteurs du marché. Aujourd'hui, les acteurs savent très bien que ce plan d'assouplissement quantitatif va se terminer fin d'année et qu'éventuellement l'année prochaine, il y aura une remontée des taux. Et ce sera suffisamment progressif d'après vous pour éviter une chute brutale, notamment de Wall Street? Alors, effectivement, et surtout la remontée de taux ne va pas se passer sans doute au premier trimestre 2015. L'élément clé dans le facteur de la Fed, c'est le chômage. À partir du moment où le chômage passera sans doute sous la barre de 5%, la Fed se dira on peut effectivement commencer à remonter les taux et en fait le chômage pourrait passer sous la barre des 5%, mais pas avant l'été. Et on aura suffisamment anticipé au niveau des marchés financiers? Alors effectivement, puisque tout est dans la préparation psychologique, et en fait les marchés aujourd'hui que le quantitative easing va se terminer prochainement. Et ce sera quand, à votre avis, à peu près la remontée des taux mi-2015 environ? Alors, c'est ce que je viens de vous mentionner, c'est-à-dire que le facteur clé sera notamment l'indicateur du chômage. Quand le chômage passera à peu près sous la barre des 5%, aujourd'hui il est largement supérieur, et donc on pense à peu près soit au niveau de l'été, soit au deuxième semestre de l'année prochaine. Est-ce qu'on peut s'inquiéter peut-être aussi pour le soutien à l'investissement, un investissement qui reste quand même fragile malgré tout aux États-Unis? Alors oui, mais en fait ce rallye, la croissance américaine est aujourd'hui nourrie, notamment, on le voit notamment que le dollar augmente énormément en termes de parité par rapport à ses pairs, que ce soit le dollar, la parité passée de 1,23 à 1,25, 1,30 à 1,22, et contre le shekel également, puisque un dollar était de 3,5 shekels, aujourd'hui il est de 4 shekels. Et donc en fait les gens sont acheteurs, le marché acheteur de dollars, parce que c'est effectivement une zone de croissance aujourd'hui. Alors justement pour le
reste du monde, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que la BCE, qui maintient ce jeudi ses taux inchangés, est-ce qu'elle va suivre, elle va emboîter le pas dans les prochains mois de la Fed? Alors, la décision de Mario Draghi est logique aujourd'hui. Il n'allait pas lancer un nouveau quantitative easing à l'européenne, assouplissement quantitatif. Il a lancé des mesures il y a quelques mois, notamment la baisse du taux d'intérêt directeur à 0,05%, le plus bas historique de la BCE. Il attend de voir les répercussions un petit peu de ces mesures, premièrement. Deuxièmement, il verra dans quelques mois s'il faut lancer un quantitative easing à l'européenne et des injections de liquidités sur le marché. Beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour toutes ces explications. Merci. Allez, comme promis, on va se rendre au Pakistan. Il serait plus de 2 millions à vivre dans des conditions qui s'apparentent en tout point à celles de l'esclavage. Un travail harassant, pas de salaire et un employeur qui fait office de maître, de propriétaire. Une situation incroyable, inhumaine, résultat de l'endettement des plus démunis, incapables de rembourser ne serait-ce que les intérêts de leurs emprunts. Reportage dans les briqueteries du sud du pays. Travailler la terre du matin au soir. Dans ces briqueteries du sud Pakistan, enfants, adultes, hommes et femmes enchaînent les jours de dur labeur. Pour un salaire qu'ils ne touchent souvent jamais, ce sont des esclaves modernes, pieds et poings liés à un employeur presque devenu leur maître. J'ai une dette, nous avons dû emprunter de l'argent pour nourrir nos enfants. Je dois environ 400 à 500 $. Cette dette, elle ne sera jamais remboursée tant que je serai en vie. Ça finira quand je mourrai. L'inflation est tellement élevée. L'inflation et surtout les intérêts. Le salaire quotidien qui plafonne autour de 2 $ ne permet pas de les rembourser. Alors la spirale de l'endettement se poursuit, le salaire étant entièrement versé au prêteur qui ne fournit que la nourriture. Au final, les travailleurs appartiennent aux bailleurs, une situation que certains ouvriers tentent de combattre. Avant que le syndicat n'existe, les travailleurs ici n'avaient même pas de nom, juste un numéro. Si quelqu'un venait et leur demandait « Comment tu t'appelles ?», ils répondaient « Va voir le propriétaire, il te dira ». Mais aujourd'hui, les travailleurs peuvent vous guider dans l'usine, alors qu'avant c'était impossible d'entrer dedans. Nous visitons les usines du coin pour vérifier les conditions de travail. On fait des séminaires, des ateliers pour qu'ils connaissent leurs droits. Peu nombreux, ignorés, les syndicats sont une voix ultra-minoritaire dans ce pays classé au 3e rang mondial de l'esclavage en nombre de personnes concernées, après l'Inde et la Chine. Dans ce village, une ONG locale se bat pour libérer et accueillir des familles entières, forcées de travailler gratuitement, comme Sajan. Aujourd'hui libéré, lui et sa famille ont connu l'enfer, enchaînés et battus par un propriétaire terrien. Nous n'étions pas traités comme des humains, nous étions des animaux. Nous travaillions jour et nuit et le rythme était tellement épuisant que nous ne savions même plus si c'était le jour ou la nuit. Malgré les menaces constantes, Ghulam Haider continue de se battre. Dans son village d'hommes libres, il a déjà accueilli 28 000 personnes en une dizaine d'années. Son credo, mettre les enfants directement à l'école pour échapper à ce cercle vicieux. Quand une personne est instruite, elle a moins de chances d'être esclave. Alors ici, nous éduquons les gens, nous mettons leurs enfants à l'école, nous leur apprenons à lire et à écrire, et nous les informons de leurs droits. Mais malgré ces efforts, la moitié des esclaves libérés retournent en servitude par la suite. On estime aujourd'hui qu'ils sont plus de 2 millions au Pakistan. Le Pakistan, 3e rang mondial pour le nombre d'esclaves après l'Inde et la Chine. Et c'est l'heure du Media Watch. Et à la une de notre revue de presse, le coût exorbitant pour la construction de la nouvelle station de métro du World Trade Center à New York. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. 4 milliards $. Effectivement, il s'agit en fait d'une station stratégique qui relie le sud de Manhattan avec le reste de la ville, mais aussi avec l'État du New Jersey. Et si on en croit la vidéo de présentation, cette nouvelle gare qui devrait être opérationnelle mi-2015 sera ultra moderne et elle sera aussi avec un centre commercial à l'intérieur, de quoi attirer de nombreux voyageurs. Le problème, c'est son coût, puisqu'aujourd'hui, il est estimé à près de 4 milliards $. C'est presque 2 fois plus que ce qui était prévu initialement quand les plans ont été dévoilés en 2004. Et c'est surtout plus que la tour elle-même, la nouvelle tour du World Trade Center, qui est tout de même la tour la plus haute d'Amérique du Nord. Alors pourquoi les coûts de cette station sont-ils si élevés? D'après
le New York Times, c'est à cause d'une succession une accumulation d'erreurs, de maladresses et d'incompétences. Par exemple, il a fallu construire autour d'une ligne de métro déjà existante, ce qui a engendré des dépenses d'au moins 355 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Et puis Amazon, on en reparle. Amazon qui pourrait perdre de l'argent à cause d'un boycott au Royaume-Uni. Oui, tout a commencé avec Amazon Anonymous. C'est un groupe de consommateurs qui a été créé en 2013 et qui tente de faire pression sur le site de e-commerce pour améliorer les conditions de travail de ses employés. Et le 18 novembre, eh bien, ce groupe a lancé un appel en Grande-Bretagne pour boycotter Amazon pendant les fêtes de fin d'année. Résultat, plus de 11 000 personnes ont signé une promesse en ligne dans laquelle ils s'engagent à ne pas faire leurs courses de Noël via le site américain. Sauf que pour Amazon, ça pourrait représenter une grosse perte, une perte de plus de 2,5 millions de livres. Ça représente donc plus de 3 millions d'euros. Une jolie somme tout de même. Merci beaucoup Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.